tous, nous voici donc à la fin de notre troisième focus communal et comme nous suivons l'ordre alphabétique, c'est évidemment à Braine-le-Comte que nous nous trouvons. Dans quelques instants, le bourgmestre Jean-Jacques Flahaux va nous recevoir, Gwenaël Huyot et moi-même. Avant de le rejoindre, je vous propose de regarder le portrait que lui a consacré Michel Bellefontaine. Licencié en philosophie et lettres ainsi qu'en études européennes, Jean-Jacques Flahaux débute sa carrière professionnelle auprès du ministre sonégien Pierre Ménil. Il travaille ensuite pour d'autres ministres et parlementaires et cet entourage, tout comme son premier mandat communal à 26 ans, le confirme bien vite dans sa voix. La passion de la gestion publique est bien là, c'est indéniable, mais encore faut-il trouver la meilleure scène pour l'exprimer. En 1998, Jean-Jacques Flahaux passe ainsi avec armée bagage du Parti social-chrétien au MCC, puis ensuite au MR. Il refuse cependant d'être qualifié de girouette. Je trouve que je n'ai pas changé d'idée, mais pour coller à mes idées qui sont toujours les mêmes, les formations politiques ont évolué. Je pense que je n'aurais sans doute pas été dans l'ancien Parti libéral. Et c'est parce qu'il y a eu une ouverture sur plus d'autres choses que je suis au MR aujourd'hui. Aujourd'hui, la page des louvoiements politiques semble définitivement tournée. Jean-Jacques Flahaux est à l'aise dans son costume de député fédéral réformateur, très à l'aise aussi dans les coulisses du Palais de la Nation qu'il fréquente assidûment depuis 2 ans. Boulimique de travail, il se soumet avec ses collaborateurs à un rythme effréné d'études de dossiers et d'interpellations. Peut-être plusieurs questions. Dans le fameux débat qu'on avait eu sur les pouvoirs spéciaux, donc là maintenant j'ai deux questions à Sabine Laruelle. Et donc on a intérêt à être là au moment où c'est sa question, parce que sinon, seul l'autre parlementaire peut poser sa question. Madame le ministre, lors de la présidence européenne de la Belgique en 2010, vous aurez à présider le Conseil des ministres en matière de formation-recherche. Côté vie privée, Jean-Jacques Flahaux ne fait pas mystère de son homosexualité. Marié avec Pierre, son compagnon, le jour de la Gay Pride, il assume pleinement cette particularité, y compris au niveau politique, puisqu'il est co-auteur avec son collègue député Xavier Bazelonne d'un cahier du MR sur l'homophobie. Est-ce que vous en êtes victime, vous, directement, éventuellement dans cette enceinte, voire dans d'autres lieux, je dirais, à connotation politique? Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai parfois des petites réactions de certaines personnes. Mais je peux dire que globalement, ça se passe super bien. Et je pense que les esprits évoluent aussi. En tout cas, moi, c'est mon objectif, c'est de faire en sorte de banaliser la chose. Notre parti politique a avalisé cette démarche, publié ce document. Et maintenant, on développe régulièrement des questions, des interpellations, des propositions allant dans le sens de banaliser l'homosexualité et de lutter contre l'homophobie. Retour à Braine, ici aussi, l'homme est tout à fait dans son élément. Il faut dire qu'il maîtrise parfaitement les rouages d'une municipalité ayant été 10 ans durant secrétaire communal de Rixensart. Il a également transité par toutes les étapes de la vie locale, de conseiller dans l'opposition à bourgmestre en passant par un poste d'échevin. De 2000 à 2006, éjecté du siège mayoral par une coalition alternative, sa période de purgatoire l'a marqué, même s'il nous dit ne cultiver aucune rancœur à ce propos. Aujourd'hui, Jean-Jacques Flahaux s'affirme à Braine-le-Comte comme un chef d'équipe omnipotent et exigeant. Que je sois exigeant, ça, certes, et je crois qu'on ne peut d'ailleurs être exigeant que quand on est exigeant vis-à-vis de soi aussi. Donc, exigeant, oui. Et c'est vrai que de temps en temps, je suis amené à engueuler un peu. Alors, oui, il peut avoir ses accès de colère, comme moi je peux avoir les miennes. Je suis aussi soupolé et sanguin. Je crois que ça s'explique aussi dans son chef. C'est quelqu'un qui peut être un peu un écorché vif, et il a les nerfs à vif. Mais il y a une correction quand même chez lui, c'est qu'il est tout à fait capable de reconnaître ses torts et à certains moments de s'excuser aussi en disant oui, là, ok. Dictatorial dans le sens où les autres n'auraient pas la parole. Je ne pense pas. D'ailleurs, on me reproche de faire des conseils communaux un peu longs, où je laisse, disent certains, trop parler tout le monde. Les collèges sont longs aussi. Les collèges, en général, durent, on va dire, en moyenne 4 à 5 heures.
donc ce qui est considéré comme long, je crois, pour la région. Alors, c'est clair qu'à Braine-le-Comte, les collèges sont assez longs, les conseils aussi d'ailleurs, mais ça s'explique effectivement en partie par le fait que d'abord nous sommes des bavards, je crois qu'il faut être honnête, et moi le premier, donc j'assume, et on laisse toujours évidemment la possibilité de s'exprimer. Il faut savoir qu'à Braine-le-Comte, et je sais que ce n'est pas forcément le cas dans d'autres communes, toutes les décisions du collège sont prises à l'unanimité. Jean-Jacques Flahault, le bourgmestre adepte de la mobilité douce, ambitionne de décrocher en 2012 un dernier mandat à la tête de Braine. Il pourra ensuite s'adonner à ses autres passions, la culture et les voyages. Alors, Monsieur Flahault, avant tout, bonjour. On l'a entendu, vous êtes un écorché vif. Écorché vif, je ne pense pas. Je pense que je suis parfois un peu rentre-dedans, mais écorché vif a un peu un sentiment d'être une espèce de Saint-Sébastien, et je ne me sens pas dans la peau de Saint-Sébastien, non. Alors, justement, comment est-ce qu'un homme comme vous a pu être un rebelle du MR il y a quelques semaines? Un rebelle, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais je trouve qu'effectivement, quand on est à un poste tel que le mien, bourgmestre d'une commune importante du Hainaut, député fédéral, je pense qu'on ne doit pas avoir sa langue en poche. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, que ce soit en dehors ou à l'intérieur de son parti, on doit pouvoir le dire. Et il se fait qu'on a été toute une série de personnes à participer à ce phénomène, à ce mouvement qu'on appelle Renaissance. Et nous entendons continuer à faire en sorte que, dans le bien du MR d'ailleurs, que les éléments de notre révolte se marquent. Alors, on a vu, Didier Reynders, c'est quelqu'un qui a quand même la mémoire assez longue. Vous risquez pas de le payer un jour d'avoir été dans ce groupe Renaissance? Non. Alors là, je pense que là, on fantasme un peu en ce sens où c'est clair qu'il n'a pas particulièrement apprécié au départ la démarche que l'on a faite. J'ai eu plusieurs discussions avec lui depuis. Et donc, comme tout un chacun, il a beaucoup de qualités et aussi des défauts. Et donc, dans ces défauts, c'est que parfois, il a un peu tendance à être un petit peu garde rapproché. Et donc, il fallait mettre de l'oxygène, du vent dans les branches du MR, si j'ose dire. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Alors, toujours à propos du MR, maintenant qu'on sait qu'Herman Van Rompuy part à l'Europe, est-ce que vous revendiquez quelqu'un de votre parti au poste de Premier ministre? Alors, je rappelle que si on est dans un gouvernement, c'est d'abord pour faire passer des choses, des projets, des objectifs et rencontrer évidemment les attentes de la population, sur le plan notamment économique, social en particulier, et faire en sorte que notre Belgique, et là j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire, soit enfin à la hauteur des défis de l'avenir. Donc, en soi, ce n'est pas un poste qui doit être l'objectif. Maintenant, il est clair aussi qu'on n'a pas à avoir d'état d'âme, ni à être parce qu'on est francophone, à être considéré comme les seconds couteaux de l'État belge. Et donc, à partir du moment où le MR est à égalité avec les CDNV, le premier groupe à la Chambre, il n'y a pas de tabou. Et il nous semble important que la politique belge soit aussi représentée par des personnalités francophones. Maintenant, que ce soit à un poste de Premier ministre ou de ministre des Affaires étrangères ou de ministre des Finances, sont des postes extrêmement importants tous. Et donc, comme maintenant, et j'en suis très content, j'en ai parlé encore avec lui, Herman Van Rompuy, à l'occasion de l'opération d'Amiens que nous avons menée à Braine, comme maintenant Herman Van Rompuy est devenu le premier président de l'Europe, je pense qu'il y aura des glissements qui feront en sorte que le poids du MR sera valorisé, que ce soit au poste de Premier ministre ou à d'autres postes. C'est pas un peu contradictoire justement d'avoir signé cette lettre il y a quelques semaines et maintenant de vouloir quelqu'un du MR? Non, pas du tout, parce que je crois, et plus les mois passent, plus on se rend compte que Didier Reynders a fait une grande œuvre dans l'opération bancaire. Il l'a payé au premier niveau parce qu'il est apparu comme étant celui qui a empêché les actionnaires d'avoir les revenus, voilà. Mais d'un autre côté, on se rend maintenant de plus en plus compte que c'est ce qu'il fallait faire. Et parfois, un homme politique, il est là aussi pour, dans un premier temps, faire œuvre
peut-être d'impopularité, mais de travailler sur le moyen et long terme. Donc, je pense que Didier Reynders est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est tout à fait capable d'être à la fois ministre des Finances ou Premier ministre ou un autre niveau de pouvoir. Maintenant, je reste convaincu qu'il n'est pas sain, ni au sein du MR, ni du PS, ni du CDH, d'être à la fois ministre et président de parti, parce qu'un parti doit, et c'est normal, avoir des états d'âme, faire des propositions qui ne sont pas nécessairement celles du gouvernement ou qui ne sont pas nécessairement reprises entièrement par le gouvernement. Il faut éviter de confondre l'État et le parti. Alors on revient un petit peu à votre portrait. On a entendu Olivier Fiévet qui parlait de vous, plutôt en positif d'ailleurs. Comment ça se passe justement au sein de cette majorité PSMR ? Alors donc, je rappelle que nous avons obtenu, grâce à l'appui de la population, une majorité absolue MR aux dernières élections, que nous avons décidé d'élargir pour 2 raisons. D'une part parce qu'il est toujours important d'avoir l'appui du maximum d'élus d'un conseil dans une majorité. C'est le cas puisque nous sommes 20 sur 27. Mais d'autre part, je pense qu'il est aussi important dans la configuration telle qu'on la connaît en Belgique, et on sait que les financements des projets communaux se font essentiellement au niveau des régions, voire des communautés. Donc c'est important aussi d'avoir des relais de ce point de vue-là. Ça, c'est l'objectif de départ. Maintenant, excusez-moi, vous êtes en train de dire que s'il n'y a pas de PS dans un collège, on n'a pas de subside de la région wallonne ? Mais soyons clairs, on sait que je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, donc on sait très bien que, en général, il y a dans les différents cabinets ministériels des cartes avec les couleurs des majorités, et donc on sait que ça facilite les choses quand on peut avoir des relais au niveau des cabinets ministériels. Un dossier de la piscine de Soigny serait plus haut que le dossier de la piscine de Braine-le-Comte, par exemple ? Si on était S'il y avait les mêmes dossiers, vous pensez qu'une commune avec un bourgmestre socialiste serait plus vite aidée qu'une commune non, je n'ai avec pas un dit bourgmestre... ça. Ce qui compte, c'est d'avoir, d'une part, c'est d'avoir de bons projets, ça c'est clair. Normalement, il ne faudrait pas que la couleur politique d'une ville influe sur le fait d'avoir ou pas des subsides. D'ailleurs, je suis pour le système flamand qui donne des droits de tirage et non pas le fait de pouvoir avoir des dossiers subventionnés en fonction des couleurs politiques. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le PS au sein de la majorité aide à faire avancer des dossiers. J'ai été avec Olivier Fiévet, mon premier échevin, rencontrer en son temps le ministre Courard pour des dossiers de plans triennaux. J'étais avec l'ancienne présidente du CPS, Véronique Maton, et Olivier Fiévet voir l'ancien ministre Donfu pour les problématiques de la maison de repos du CPS. Et donc, c'est comme ça en Belgique. Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est comme ça. Donc, je fais avec, comme on dit à Bruxelles. Alors, avant d'être un homme politique, sauf erreur de ma part, vous étiez dans l'enseignement. Oui, allez-y. Oui, je voudrais quand même dire, parce que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, et j'y tiens. Je tiens à dire que nos relations avec nos partenaires socialistes sont vraiment excellentes. Effectivement, ça m'a fait plaisir de voir ce reportage d'Olivier Fiévet, mon premier échevin socialiste, et c'est clair qu'il n'est pas MR, je ne suis pas PS, mais franchement, on navigue dans une grande sérénité. Chacun peut avoir ses états d'âme, évidemment, mais je tiens à préciser la correction que le PS a à notre égard, et je crois qu'ils peuvent dire la même chose de nous, et j'y tiens. Je trouve que, pour moi, j'en fais une question personnelle en tant que bourgmestre. Alors, j'en reviens à ma question enseignement. Pourquoi être passé de l'enseignement à la politique ? Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. J'ai fait de la politique avant avant d'être dans l'enseignement, puisque je suis déjà entré en politique, dans un parti politique, quand j'avais 16 ans et demi, et donc bien avant que je commence à travailler. Donc c'est vrai que j'ai vraiment ce virus. Je ne sais pas exactement comment, parce que mes parents n'en font pas du tout. Mes grands-parents de part et d'autre, mes arrière-grands-parents de part et d'autre en ont fait, puisque j'ai des bourgmestres à Courrières, près de Namur, en Flandre, près de
à Zoalme, près d'Audenarde, dans ma famille, mais il y a eu des chaînons manquants, donc je ne peux pas dire que ce soit vraiment ça qui a influencé. Mais je pense que je me suis toujours dit que tout être humain est là aussi pour améliorer non seulement son propre sort, mais le sort de sa collectivité. Et je trouve que le bon moyen, c'est de faire la politique. Alors, fatalement, vous êtes très sensible à l'enseignement. Qu'est-ce que vous pensez des problèmes récurrents avec ce décret inscription? Je pense que Vous avez levé les yeux au ciel. Oui, mais oui, parce que j'ai été enseignant et je peux dire que la situation est encore plus grave que ce qu'on décrit. D'ailleurs, comme je prends quasiment tous les jours le train, j'ai pris encore le train il y a quelques jours avec une de mes anciennes collègues de l'Athénée de Uccle 1, qui habite à Petit-Relais-Braine et qui m'a fait part des problèmes dans un Athénée où normalement il n'y a pas de problème. Et de graves problèmes. Et donc, je pense qu'au-delà du décret inscription, il y a un gros problème de conception même de notre enseignement, et notre enseignement qui est malheureusement de plus en plus décroché par rapport aux nécessités de notre société. Et plus je voyage à l'étranger, j'ai été, je vais dire, ces 15 derniers mois en Australie, aux États-Unis, et là je reviens d'Israël à l'instant, je me dis qu'on risque d'être baqué, d'être largué. Or, et les études PISA montrent que l'enseignement de la communauté française est très en retard par rapport, malgré les moyens. Donc c'est un problème d'affectation des moyens. Et donc là, il faut vraiment prendre le problème sans tabou, et je trouve que ça mériterait que le gouvernement de la communauté française proclame la paix des braves, implique l'opposition, et que chacun sans tabou, on trouve des solutions, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Alors on parlait du décret inscription justement, donc qui veut supprimer les disparités dans les écoles. À Braine-le-Comte, c'est une des communes les plus riches du centre, mais c'est peut-être une aussi où les disparités sont les plus marquées, sont les plus importantes, non? Non, je ne dirais pas cela. Je dirais que c'est sûr qu'on a... enfin, les disparités importantes, ça voudrait dire qu'on a des gens qui sont très très en deçà de la moyenne de niveau de revenus du reste de la population. Je ne dirais pas cela, mais par contre, il est clair qu'on a parfois, comme c'est normal, j'étais en Israël où 1 million de Russes ont été accueillis ces dernières années, ça a provoqué des problèmes. Ici, avec certains représentants des communautés étrangères, il y a eu quelques soucis, mais on est là pour justement les solutionner. Il ne faut pas les stigmatiser, mais il faut particulièrement les encadrer. Et donc, je ne considère pas. Nous avons d'ailleurs tous les 2 mois une table ronde qui rassemble tous les partenaires qui s'occupent de la jeunesse, que ce soit l'enseignement, les services prévention, les services jeunesse, etc. Et on a peut-être, sur l'ensemble de Braine-le-Comte, 10 situations à problème sur 5000 étudiants.